J'ai assisté à la baby shower de mon frère. Sa femme a dit, le bébé bouge. Touche. Je suis obstétricienne. J'ai posé ma main, puis j'ai immédiatement tiré mon mari à l'écart. Appelle une ambulance, maintenant. Quoi? Pourquoi? Tu n'as pas remarqué en touchant? Ce n'est pas, je me suis effondré en entendant mes propres mots. Je m'appelle Dr Caroline Chen, et je suis une obstétricienne certifiée avec 15 ans d'expérience. J'ai mis au monde plus de 3000 bébés, géré d'innombrables grossesses à haut risque, et j'ai vu à peu près toutes les complications que vous pouvez imaginer. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui s'est passé à la baby shower de mon frère, il y a 6 mois. Mon frère, David, a 2 ans de moins que moi, et nous avons toujours été proches malgré des chemins de vie très différents. Pendant que je faisais mes études de médecine et que je bâtissais ma carrière, David est devenu un ingénieur logiciel à succès. Il a toujours été le plus confiant de nous deux, parfois à l'excès. Quand il a épousé Jessica il y a 3 ans, j'avais mes réserves, mais je les ai gardées pour moi. Elle semblait assez gentille, bien que quelque chose chez elle m'ait toujours paru étrange. C'était peut-être sa façon de changer de sujet dès que quelqu'un posait des questions sur sa famille ou son passé. Ou peut-être la manière dont elle semblait avoir une réponse à tout, même pour des questions sur des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître. La baby shower a eu lieu chez eux en banlieue, dans une belle maison coloniale qu'ils avaient achetée lorsque Jessica avait annoncé sa grossesse. Environ 30 personnes étaient présentes, principalement des amis et des collègues de David, quelques voisins, et quelques membres de la famille des deux côtés. La famille de Jessica était remarquablement absente, ce qu'elle a expliqué en disant qu'il habitait trop loin pour voyager. Je me souviens avoir trouvé cela bizarre, car elle n'avait jamais mentionné qu'il vivait loin auparavant, mais je n'ai pas insisté. Mon mari, John, et moi sommes arrivés vers 2 heures de l'après-midi. La maison était décorée de ballons bleus et blancs, et il y avait un buffet impressionnant. Jessica était radieuse dans une robe bleue fluide qui accentuait son ventre de femme visiblement enceinte. Elle en était à environ 7 mois, selon David, et rayonnait de cette lueur que les futures mères ont souvent. Caroline, John, s'est exclamé David en nous voyant entrer. Tellement heureux que vous ayez pu venir. Jess avait hâte de montrer son ventre rond à l'experte. Jessica a ri et s'est approchée de nous, la main posée sur son ventre. David a dit à tout le monde que tu es la meilleure obstétricienne de la ville. Je mourrais d'envie d'avoir ton avis professionnel sur la façon dont tout se passe. J'ai souri et je l'ai félicitée pour sa grossesse. Elle avait l'air en bonne santé, et son ventre semblait certainement de la bonne taille pour 7 mois. Nous avons échangé quelques banalités sur les dates d'accouchement et les préparatifs, et je me suis senti me détendre. Peut-être que mes réserves initiales à propos de Jessica étaient infondées. L'après-midi s'est déroulé normalement. Nous avons joué au jeu typique de baby shower, ouvert les cadeaux, et tout le monde s'est extasié devant les petits vêtements et le matériel de puériculture. Jessica était le centre de l'attention, acceptant avec grâce les félicitations et les conseils des autres invités. Elle avait cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente inclus, posant des questions sur leurs propres enfants et familles. Vers 16 heures, alors que la fête touchait à sa fin, Jessica était assise sur le canapé, ouvrant les derniers cadeaux. Elle a soudainement eu le souffle coupé et a posé la main sur son ventre. « Oh mon Dieu, il est vraiment actif aujourd'hui », s'est-elle exclamée, attirant l'attention de tous. Il n'arrête pas de donner des coups de pied depuis cet après-midi, mais là, c'est autre chose. Plusieurs femmes se sont rassemblées autour d'elle, et Jessica les a invitées à sentir le bébé bouger. Je les ai regardées poser tour à tour leurs mains sur son ventre, leur visage s'illuminant d'émerveillement en sentant ce qu'elles croyaient être les mouvements du bébé. « Caroline, tu dois sentir ça », m'a appelé Jessica. « Ton neveu va être un joueur de football. » Je me suis approché avec une certaine réticence. En tant que professionnel, j'évite généralement de mêler mon expertise médicale aux situations sociales familiales, mais tout le monde regardait, et je ne voulais pas paraître distante. John se tenait déjà à côté de Jessica, venant lui-même de sentir le bébé bouger. Le bébé bouge. Touche, a dit Jessica, en guidant ma main vers son ventre. Au moment où ma paume a touché son abdomen, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Ce que je sentais n'était pas le mouvement normal d'un fœtus à 7 mois de gestation. C'était anormal de toutes les manières possibles. Le mouvement était trop superficiel, manquant de la pression interne profonde d'un véritable mouvement fœtal. Le rythme était mécanique plutôt qu'organique. Et surtout,
l'emplacement et le schéma étaient complètement incohérents avec la façon dont un vrai bébé bouge à ce stade de la grossesse. J'ai gardé ma main là quelques secondes de plus, essayant d'analyser ce que je ressentais. Ma formation médicale a pris le dessus, et j'ai commencé à cataloguer mentalement les possibilités. Ce que je sentais ne pouvait s'expliquer que par une seule chose, et cela m'a glacé le sang. J'ai réussi à garder une expression neutre en reculant et en souriant à Jessica. Très actif, en effet, ai-je dit, mais mon esprit tournait à toute vitesse. J'ai croisé le regard de John et lui ai fait un signe de tête en direction de la cuisine. John, pourrais-tu m'aider à prendre quelque chose dans la voiture, ai-je demandé, essayant de garder une voix stable. John a semblé confus mais m'a suivi vers la cuisine. Une fois hors de portée des autres invités, je lui ai saisi le bras, doucement mais fermement. Appelle une ambulance, maintenant, ai-je chuchoté avec urgence. Quoi? Pourquoi? A demandé John, les yeux écarquillés d'inquiétude. Tu n'as pas remarqué en touchant? Ce n'est pas, ai-je commencé à dire, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. La prise de conscience de ce que j'allais dire, de ce que cela signifiait pour David, de ce que cela signifiait pour tout le monde ici, m'a frappé comme un coup physique. Je me suis effondré contre le comptoir de la cuisine, mes jambes soudainement faibles. John m'a rattrapé par le bras, son visage rempli d'alarme. Caroline, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Je l'ai regardé, puis j'ai tourné mon regard vers le salon, où je pouvais entendre le rire de Jessica se mêler à celui des autres invités. La voix de mon frère s'élevait au-dessus des bruits de la fête, heureuse et excitée par sa future paternité. Ce n'est pas un bébé qui bouge, ai-je finalement réussi à murmurer. Ce que j'ai senti, John, ce n'est pas un mouvement fœtal. C'est tout autre chose. Le visage de John est devenu blême. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Jessica n'est pas enceinte. Du moins, pas avec une grossesse viable. Ce que j'ai senti correspondrait à une grossesse nerveuse, mais cela n'explique pas le mouvement. La seule chose qui pourrait expliquer ce que j'ai senti, c'est... J'ai fait une pause, ne voulant pas prononcer les mots à voix haute. Caroline, tu me fais vraiment peur. Que as-tu senti? J'ai senti ce qui semblait être une manipulation délibérée de quelque chose à l'intérieur de son abdomen. Quelque chose qui était conçu pour imiter un mouvement fœtal, mais qui n'en était pas un. John, je pense que Jessica a simulé toute cette grossesse. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme une sentence de mort. John me fixait, la bouche ouverte de stupéfaction. C'est impossible, a-t-il murmuré. Regarde-la. Elle est manifestement enceinte. Son ventre, tout son corps a changé. Des prothèses, dis-je d'un ton sombre. Très sophistiqué. Ce que j'ai senti était probablement une sorte de dispositif mécanique conçu pour simuler le mouvement fœtal. Le positionnement était mauvais, le rythme était mauvais, tout était mauvais. Mais pourquoi ferait-elle ça? J'ai pensé à l'enthousiasme de David au cours des 7 derniers mois, à ses plans pour la chambre du bébé, à ses discussions sur le fait de devenir père. J'ai pensé au cadeau de la baby shower, aux félicitations, à la façon dont Jessica avait été le centre de l'attention pendant des mois. Je ne sais pas, dis-je, mais nous devons appeler à l'aide. Si j'ai raison, Jessica traverse une sorte de crise psychologique, et elle a besoin de soins médicaux immédiats. John était déjà en train de prendre son téléphone quand nous avons entendu la voix de Jessica depuis le salon, plus forte maintenant, plus excitée. « Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas », s'est écriée Jessica. Le bébé. Il se passe quelque chose. John et moi nous sommes précipités dans le salon pour trouver Jessica pliée en deux sur le canapé, les mains agrippées à son ventre. Les autres invités étaient rassemblés autour d'elle, leurs visages empreints d'inquiétude. Le bébé a cessé de bouger d'un coup, halta Jessica, et maintenant j'ai mal. Une douleur aiguë. David était à genoux à côté d'elle, le visage blanc de panique. Devrions-nous appeler les secours? Je l'ai déjà fait, dit John, en montrant son téléphone. Ils sont en route. Je me suis approché de Jessica avec précaution. En tant que médecin, j'avais le devoir d'aider, mais je savais aussi ce que j'avais découvert. Je devais être très prudente dans la gestion de cette situation. Jessica, je veux que vous essayiez de rester calme, dis-je de ma voix la plus professionnelle. Pouvez-vous décrire la douleur? Où se situe-t-elle? C'est partout, dit-elle, sa respiration devenant rapide et superficielle.
Le bébé bougeait tellement, et puis plus rien. L'immobilité totale, et maintenant cette douleur. Je l'ai observée attentivement. C'était une bonne actrice. Je devais lui accorder ça. Mais je pouvais voir les signes maintenant que je savais quoi chercher. La façon dont ses mains se déplaçaient sur son ventre était anormale. Sa manière de respirer ne correspondait pas à quelqu'un qui souffrait de réelles complications de grossesse. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, et les ambulanciers se sont précipités avec leur équipement. Je me suis identifié comme médecin et j'ai brièvement expliqué la situation telle que je la comprenais, sans toutefois mentionner mes soupçons sur la fausse grossesse. Alors que les ambulanciers commençaient leur évaluation, j'ai pris David à part. David, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, Caroline. Qu'est-ce que c'est? Jessica a-t-elle consulté un obstétricien régulièrement tout au long de cette grossesse? David a hoché la tête. Oui, le docteur Rodriguez en ville. Elle est allée à tous ses rendez-vous. Es-tu allé avec elle à l'un de ces rendez-vous? Le visage de David montrait de la confusion. Eh bien, non. Jessica disait qu'elle préférait y aller seule, que c'était un moment de complicité avec le bébé. Elle revenait toujours avec des nouvelles et des photos des échographies. Mon cœur s'est serré. David, as-tu déjà vu toi-même une de ces images d'échographie? Bien sûr. Jessica me les montre à chaque fois. Nous les avons sur le réfrigérateur. Je savais ce que j'allais trouver, mais je devais demander. Peux-tu m'en montrer une? David parut perplexe face à mon urgence, mais il me conduisit à la cuisine. Sur le réfrigérateur, tenu par des aimants, se trouvaient plusieurs images d'échographie. Je les ai examinées attentivement, et mes pires craintes se sont confirmées. David, dis-je doucement, ces images sont fausses. Ce sont des photos d'échographie génériques que l'on peut trouver en ligne. Regarde les dates. Elles sont toutes du même jour, avec juste des semaines différentes écrites dessus. David fixa les images, son visage passant par la confusion, le déni, et finalement une terrible compréhension. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Caroline? Je dis que Jessica t'a menti. Elle n'est pas enceinte. Elle a utilisé des prothèses pour simuler la grossesse. Et ce que j'ai senti tout à l'heure était une sorte de dispositif mécanique conçu pour simuler le mouvement fœtal. Le visage de David passa par plusieurs émotions à la fois. L'incrédulité, la colère, la confusion, et enfin une terrible sorte de clarté. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Murmura-t-il. Avant que je puisse répondre, un des ambulanciers a appelé depuis le salon. Docteur, nous avons besoin de vous ici. Je suis retourné en courant pour trouver les ambulanciers perplexes. Jessica était toujours sur le canapé, mais quelque chose avait changé. Son ventre semblait différent, moins rond, plus artificiel. Madame, nous devons vous examiner correctement, disait l'un des ambulanciers. Pouvez-vous vous allonger à plat pour que nous puissions évaluer la situation? Non, dit sèchement Jessica. Je dois rester assise. Le bébé, la position. J'ai regardé l'ambulancier et j'ai légèrement hoché la tête. Il a compris immédiatement. À nous deux, nous avions des décennies d'expérience avec les femmes enceintes en détresse. Nous savions à quoi ressemblent les urgences de grossesse normale, et ce n'en était pas une. Jessica, dis-je fermement, en tant que médecin, je dois vous examiner maintenant. Non, dit-elle, la voix s'élevant. Vous n'êtes pas mon médecin. Je veux aller à l'hôpital. Je veux le docteur Rodriguez. Jessica, dis-je plus doucement, le docteur Rodriguez n'existe pas, n'est-ce pas? La pièce devint complètement silencieuse. Tous les yeux étaient tournés vers Jessica, et je pus voir le moment exact où elle réalisa que sa supercherie était terminée. Son visage changea, le masque tombant pour révéler quelque chose de désespéré et d'effrayé en dessous. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Ses mains se portèrent à son ventre, et je pouvais la voir hésiter entre continuer la comédie ou avouer. Jessica, s'il te plaît, dit David, la voix brisée. Dis-moi juste la vérité. Es-tu enceinte? Le silence s'éternisa pendant ce qui parut une éternité. Puis, lentement, les mains de Jessica se déplacèrent vers son ventre et elle commença à retirer avec soin ce qui s'avéra être un système de prothèse de grossesse incroyablement sophistiqué. Le dispositif se démontait en plusieurs parties, une coque extérieure fixée avec un adhésif de qualité médicale et un composant mécanique interne qui avait créé le mouvement artificiel.
La pièce éclata en hoquets de surprise et en exclamations. David regarda le faux ventre dans les mains de Jessica, son visage un mélange d'incrédulité et de trahison. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Le sang-froid de Jessica céda finalement complètement. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait la pièce pleine de gens la fixant avec choc et dégoût. « Je suis désolée, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolée. Je voulais juste te rendre heureux. Je voulais te donner ce que tu voulais le plus. En me mentant pendant 7 mois. » La voix de David montait. En me faisant croire que j'allais être père? En me laissant planifier pour un enfant qui n'existe pas? Je pensais que je tomberais peut-être vraiment enceinte, dit Jessica désespérément. Je pensais que si j'avais juste plus de temps, si je pouvais faire en sorte que ça paraisse réel, peut-être que ça le deviendrait. Je me suis avancée, ma formation médicale prenant le dessus. Jessica, c'est une condition psychologique sérieuse. Vous avez besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Ce que vous avez fait ici n'est pas seulement un mensonge. C'est une illusion complexe qui a affecté tout le monde dans cette pièce. Sors, dit David calmement. Sors de ma maison, maintenant. David, s'il te plaît, supplia Jessica. Je t'aime. Je voulais juste te rendre heureux. Tu voulais me rendre heureux en me mentant? En me laissant planifier pour un enfant qui n'existe pas? En me laissant dire à tous ceux que je connais que je vais être père? La voix de David devenait de plus en plus forte à chaque mot. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? Les autres invités commençaient à partir, murmurant entre eux sur ce dont ils venaient d'être témoins. Je pouvais voir le choc et l'embarras sur leur visage. Certains d'entre eux avaient offert des cadeaux coûteux, des conseils, partagé leurs propres histoires de grossesse avec Jessica. Je pense que tout le monde devrait partir, dis-je calmement. David, Jessica a besoin de soins médicaux. Les ambulanciers devraient l'emmener à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique. Non, dit Jessica, reculant devant les ambulanciers. Je vais bien. J'ai juste fait une erreur. Je vais partir. Je vais aller chez des amis. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais il était trop tard pour ça. Les ambulanciers avaient déjà appelé des renforts, et en quelques minutes, une équipe d'intervention de crise est arrivée. Après une brève consultation, ils ont déterminé que Jessica devait être emmenée à l'hôpital pour une évaluation. Alors qu'ils se préparaient à l'emmener, Jessica a regardé David une dernière fois. « Je t'aime vraiment, dit-elle. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai ressenti pour toi était réel. La grossesse était fausse, mais mon amour pour toi ne l'était pas. » David ne répondit pas. Il la fixa simplement avec un mélange de douleur et de dégoût que je n'avais jamais vu sur le visage de mon frère auparavant. Après le départ de Jessica, la maison est tombée dans le silence, à l'exception de David, John et moi. Nous sommes restés dans le salon, entourés de décorations de baby shower et de cadeaux non ouverts, essayant de digérer ce qui venait de se passer. 7 mois, dit finalement David. 7 mois de mensonges. 7 mois de planification pour un enfant qui n'allait jamais exister. David, je suis tellement désolé, dis-je. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas avec Jessica, mais je n'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Tu ne pouvais pas savoir, dit David, s'affaissant dans son fauteuil. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir? Qui simule une grossesse pendant 7 mois? Qui fait ça à quelqu'un qu'il prétend aimer? Au cours des jours suivants, toute l'étendue de la supercherie de Jessica est devenue claire. Quand David a fouillé dans ses affaires, il a trouvé toute une installation élaborée dans le placard de leur chambre. De multiples prothèses de grossesse de différentes tailles, conçues pour simuler les différents stades de la grossesse. Le dispositif mécanique que j'avais senti était un équipement sophistiqué qui pouvait être programmé pour créer différents types de schémas de mouvement. Elle avait créé de fausses images d'échographie à l'aide d'un logiciel téléchargé en ligne. Elle avait fait des recherches approfondies sur les symptômes de la grossesse et les avait imitées avec soin pendant des mois. Elle avait même pris des vitamines prénatales et modifié son alimentation pour rendre la supercherie plus convaincante. La découverte la plus glaçante fut un calendrier détaillé montrant comment elle avait géré la tromperie physique. Elle avait appliqué et retiré le système de prothèse quotidiennement, ne l'utilisant que lorsque David était à la maison ou lorsqu'ils étaient en public ensemble. Dans les moments privés,
Elle avait prétexté la fatigue ou la nausée pour éviter les situations où la supercherie aurait pu être découverte. La découverte la plus glaçante fut un carnet où elle avait détaillé l'intégralité de son plan. Elle avait suivi les réactions de David à sa fausse grossesse, notant ce qui le rendait le plus heureux, le plus excité. Elle avait prévu de simuler des complications de grossesse vers 8 mois, prétendant que le stress avait provoqué un travail prématuré, puis de mettre en scène une fausse couche à l'hôpital. Mais au fil des mois, elle s'était de plus en plus investie dans le mensonge. Elle avait commencé à croire que, d'une manière ou d'une autre, elle tomberait réellement enceinte et transformerait le mensonge en vérité. Lorsque cela ne s'est pas produit, elle avait commencé à planifier des tromperies plus élaborées, envisageant même potentiellement d'obtenir le bébé de quelqu'un d'autre pour le présenter comme le sien. L'évaluation psychologique a révélé que Jessica souffrait de pseudocèse, une condition où une personne croit être enceinte alors qu'elle ne l'est pas, combinée à un trouble de la personnalité sévère qui la rendait capable de tromperies élaborées. Les médecins ont expliqué que son comportement était probablement le résultat d'une peur profonde de l'abandon et d'un besoin écrasant de plaire aux autres, même au détriment de sa propre santé mentale. Ce qui rendait le cas de Jessica particulièrement complexe, c'était la découverte de sa préparation et de sa planification élaborée. La psychiatre chargée de son cas, le docteur Rebecca Martinez, a partagé avec nous quelques détails qui peignaient un tableau troublant de préméditation et de manipulation psychologique. Jessica ne s'est pas simplement réveillée un jour en décidant de simuler une grossesse, nous a expliqué le docteur Martinez, à David et à moi, lors d'une de nos réunions. C'était une tromperie soigneusement orchestrée qu'elle planifiait depuis des mois avant même d'annoncer la grossesse. Selon le docteur Martinez, Jessica avait fait des recherches sur les symptômes et les comportements de la grossesse depuis plus d'1 an. Elle avait rejoint des forums de grossesse en ligne sous de faux noms, étudié des sites web médicaux, et même assisté à des cours de préparation à l'accouchement dans un centre communautaire d'une autre ville. Elle s'était préparée à devenir la femme enceinte parfaite. Elle avait tout étudié, a poursuivi le docteur Martinez, les schémas de nausées matinales, les envies alimentaires, les sautes d'humeur, les changements physiques. Elle avait même fait des recherches sur les effets psychologiques de la grossesse sur les partenaires, apprenant quels comportements et symptômes seraient les plus convaincants pour David. La révélation la plus troublante fut que Jessica avait volé des tests de grossesse dans une entreprise de fourniture médicale où elle avait brièvement travaillé en tant qu'intérimaire. Elle les avait utilisés pour créer de faux tests de grossesse positifs, les rangeant dans son sac à main et les utilisant lorsque David ne regardait pas. Elle m'a montré le test, dit David, la voix vide. Elle était si excitée, si heureuse. Elle a pleuré en me montrant ces 2 lignes roses. Comment peut-on simuler des larmes de joie pour quelque chose qui n'existe pas? Le docteur Martinez a expliqué que la capacité de Jessica à simuler des émotions authentiques faisait partie de sa condition psychologique. Elle avait développé un fantasme si élaboré qu'elle avait commencé à y croire elle-même. La frontière entre la tromperie et l'illusion était devenue floue. Dans son esprit, elle donnait à David ce qu'il voulait le plus, a dit le docteur Martinez. Elle s'était convaincue que la tromperie temporaire mènerait à un bonheur réel pour eux deux. Elle croyait que si elle pouvait maintenir le mensonge assez longtemps, il deviendrait en quelque sorte vrai. L'enquête sur le passé de Jessica a révélé des détails encore plus troublants. Sa relation précédente s'était terminée lorsque son petit ami avait découvert qu'elle avait menti sur le fait d'avoir une maladie en phase terminale. Avant cela, elle avait été licenciée d'un emploi pour avoir falsifié ses diplômes. Le schéma de tromperie élaboré remontait à des années. C'est ce que nous appelons une menteuse pathologique, a expliqué le docteur Martinez. Mais ce n'est pas seulement mentir pour un gain personnel. Elle crée ses fantasmes élaborés parce qu'elle a la conviction profonde qu'elle n'est pas digne d'amour tel qu'elle est vraiment. Elle pense qu'elle doit être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux pour être aimé. David a eu du mal avec cette explication. Mais je l'aimais, dit-il. Je l'aimais avant qu'elle ne me dise qu'elle était enceinte. J'aurais été heureux avec elle même si nous n'avions jamais eu d'enfant. Elle n'avait pas besoin de faire ça. C'est la tragédie de sa condition, a répondu le docteur Martinez. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était digne d'amour sans créer ces tromperies élaborées. Sa peur de l'abandon était si forte qu'elle était prête à tout risquer pour éviter d'affronter la possibilité du rejet. L'évaluation psychologique a également révélé que Jessica vivait une sorte de syndrome de couvade inversé. Au lieu qu'un partenaire masculin éprouve des symptômes de grossesse, Jessica se les induisait soigneusement à elle-même. Elle prenait des médicaments provoquant des nausées, changeait son alimentation pour provoquer des aversions alimentaires, et utilisait même des suppléments hormonaux pour imiter certains des changements physiques de la grossesse. Elle se rendait littéralement malade pour maintenir la tromperie,
a expliqué le docteur Martinez. Elle était tellement engagée dans le mensonge qu'elle était prête à nuire à son propre corps pour le rendre réel. Cette révélation a particulièrement touché David. Il s'était tellement inquiété des symptômes de grossesse de Jessica, avait pris soin d'elle pendant ses nausées matinales, s'était soucié de sa santé et de son bien-être. Apprendre qu'elle s'était délibérément rendue malade était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Je lui tenais les cheveux pendant qu'elle vomissait, m'a-t-il dit un soir. Je lui apportais des crackers et du soda au gingembre. Je m'inquiétais de sa nutrition, de savoir si elle recevait assez de vitamines pour le bébé, et pendant tout ce temps, elle se rendait malade exprès. L'enquête a également mis au jour l'ampleur de la tromperie financière de Jessica. Elle avait secrètement pris de l'argent de leur compte d'épargne commun pour payer le matériel de grossesse prothétique et les diverses fournitures médicales qu'elle utilisait. Elle avait également facturé des dépenses liées au bébé sur des cartes de crédit que David ne connaissait pas. Elle avait dépensé plus de 8 000 € dans cette supercherie, nous a expliqué l'avocat de David, James Patterson. Du matériel prothétique, des fournitures médicales, et même la location mensuelle d'un petit bureau pour maintenir l'illusion des visites chez le médecin. Le faux cabinet médical était peut-être la partie la plus élaborée de la tromperie. Jessica avait loué un petit espace de bureau et l'avait décoré pour qu'il ressemble à un établissement médical. Elle avait engagé un acteur pour jouer le rôle du docteur Rodriguez, l'obstétricien qu'elle prétendait consulter. Les rendez-vous étaient des productions théâtrales élaborées, conçues pour maintenir l'illusion. Elle avait pensé à tout, a poursuivi Patterson. Elle avait de faux formulaires médicaux, de fausses demandes de remboursement d'assurance, et même de faux reçus de parking de l'immeuble médical. Si vous aviez demandé à David une preuve de ses soins médicaux, il aurait pu vous montrer une trace écrite qui semblait tout à fait légitime. L'évaluation psychologique s'est poursuivie pendant des mois, et d'autres détails ont émergé sur l'état de Jessica. On lui a diagnostiqué ce qu'on appelle un trouble factice, une condition où une personne produit ou simule délibérément des symptômes physiques ou psychologiques afin d'assumer le rôle de patient. C'est différent de la simulation, a expliqué le docteur Martinez, car la personne ne le fait pas pour des récompenses externes comme de l'argent ou pour éviter le travail. Elle le fait parce qu'elle a un besoin psychologique d'être dans le rôle du patient pour recevoir des soins et de l'attention. Dans le cas de Jessica, le trouble factice avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Elle ne cherchait pas seulement des soins médicaux pour elle-même. Elle cherchait l'attention et les soins qui accompagnent le statut de future mère. Elle voulait vivre le traitement spécial, l'excitation, la planification et la préparation qui entourent la grossesse. Elle était accro à l'attention positive, a dit le docteur Martinez. Chaque fois que quelqu'un la félicitait pour la grossesse, chaque fois que quelqu'un posait des questions sur le bébé, chaque fois que quelqu'un lui offrait son aide ou ses conseils, elle recevait une récompense psychologique. Elle est devenue dépendante du fait d'être le centre de l'attention. L'aspect le plus déchirant de l'évaluation psychologique fut d'apprendre l'enfance de Jessica. Elle avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où elle devait mériter l'attention par la réussite ou en créant des drames. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, et elle avait passé son enfance à essayer d'attirer leur attention en créant des problèmes qui les forçaient à se concentrer sur elle. Elle a appris très tôt qu'être malade ou avoir des problèmes était un moyen d'obtenir de l'amour et de l'attention, a expliqué le docteur Martinez. Ce schéma l'a suivi à l'âge adulte, où elle a continué à créer des problèmes élaborés comme un moyen d'obtenir les soins et l'attention qu'elle désirait ardemment. Comprendre la psychologie de Jessica n'a pas aidé David à se sentir mieux par rapport à ce qu'elle lui avait fait. Au contraire, cela l'a rendu plus en colère. Alors, elle a détruit ma vie parce qu'elle a eu une mauvaise enfance, a-t-il demandé. Elle m'a fait croire que j'allais être père parce que ses parents ne l'aimaient pas assez. Ce n'est pas si simple, a répondu le docteur Martinez. Sa condition n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais elle aide à l'expliquer. Elle ne cherchait pas à vous faire du mal. Dans son esprit, elle essayait de créer la famille parfaite qu'elle n'avait jamais eue. L'évaluation psychologique a également révélé que Jessica avait prévu de simuler une fausse couche. Mais au fil des mois, elle était devenue de plus en plus désespérée de trouver un moyen de rendre la grossesse réelle. Elle avait fait des recherches sur les traitements de fertilité et avait même envisagé d'essayer d'adopter un bébé illégalement pour le présenter comme le sien. Elle avait contacté plusieurs agences d'adoption sous de faux prétextes, a expliqué le docteur Martinez. Elle avait essayé de trouver un bébé qui serait disponible aux alentours de sa prétendue date d'accouchement. Elle prévoyait de prétendre qu'elle avait accouché prématurément et de présenter le bébé adopté comme le sien. Cette révélation était peut-être la plus glaçante de toutes. Jessica n'avait pas seulement menti sur le fait d'être enceinte.
Elle avait prévu d'obtenir un vrai bébé pour maintenir la supercherie. Les implications étaient stupéfiantes. Elle aurait pu enlever l'enfant de quelqu'un, dit David, la voix tremblante. Elle aurait pu voler un bébé pour maintenir son mensonge. Jusqu'où était-elle prête à aller? Selon le docteur Martinez, il n'y avait pas de limite à ce que Jessica aurait pu faire. Sa condition psychologique s'était aggravée, et elle était devenue de plus en plus déconnectée de la réalité. La fausse grossesse était devenue plus réelle pour elle que sa propre vie, a expliqué le docteur Martinez. Dans son esprit, elle était enceinte. Elle allait avoir un bébé, et elle allait être une mère. Le fait que rien de tout cela ne soit réel ne comptait plus pour elle. L'évaluation psychologique a conclu que Jessica était un danger pour elle-même et pour les autres, et elle a été internée dans un établissement de traitement à long terme. Elle aurait besoin d'années de thérapie pour traiter les problèmes psychologiques sous-jacents qui avaient conduit à sa supercherie élaborée. Ce n'est pas une mauvaise personne, nous a dit le docteur Martinez. C'est une personne très malade qui a fait une chose terrible, mais avec un traitement, il y a de l'espoir qu'elle puisse apprendre à former des relations saines basées sur la vérité plutôt que sur la tromperie. David n'était pas intéressé par le potentiel de rétablissement de Jessica. Il se concentrait sur sa propre guérison, sur la recherche d'un moyen d'avancer après une trahison aussi dévastatrice. L'évaluation psychologique lui avait donné des réponses sur les raisons pour lesquelles Jessica avait fait ce qu'elle avait fait, mais elle n'avait pas atténué la douleur. David a demandé le divorce immédiatement. Le mariage a été annulé pour fraude, et Jessica a été condamnée à suivre un traitement psychologique approfondi. Elle a également été tenue de rembourser l'argent qui avait été dépensé pour les préparatifs du bébé et d'indemniser les invités qui avaient apporté des cadeaux à la baby shower. La procédure judiciaire a duré des mois, pendant lesquels David est resté avec John et moi. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, mangeant à peine, dormant à peine. La trahison l'avait si profondément blessé qu'il remettait en question toute sa relation avec Jessica, se demandant sur quoi d'autre elle avait menti, quoi d'autre avait été faux. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle touchait son ventre et parlait au bébé, m'a-t-il dit un soir. Toutes les fois où elle disait qu'elle pouvait le sentir donner des coups de pied. Toutes les fois où elle m'a fait sentir que j'étais déjà un père. Comment peut-on simuler ça? Comment peut-on mentir sur quelque chose d'aussi fondamental? Je n'avais pas de réponse pour lui. Durant toutes mes années de pratique médicale, je n'avais jamais rencontré quelque chose de semblable. J'avais vu des femmes atteintes de pseudocèse qui croyaient sincèrement être enceintes. Mais le cas de Jessica était différent. Elle savait qu'elle n'était pas enceinte, avait planifié toute la supercherie, et l'avait exécutée avec une précision calculée. L'histoire a fait la une des journaux locaux, puis est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les détails étaient si bizarres, si incroyables, que les gens ne pouvaient s'empêcher d'en parler. David a reçu des centaines de messages d'inconnus, certains offrant leur soutien, d'autres partageant leurs propres histoires de tromperie par des partenaires, et malheureusement, certains le blâmant de ne pas avoir vu la supercherie. Comment n'avez-vous pas su, était la question la plus courante. Comment avez-vous vécu avec quelqu'un pendant 7 mois sans vous rendre compte qu'elle n'était pas enceinte? C'est une question juste, mais qui omet la sophistication de la tromperie de Jessica. Elle avait tout étudié, des changements physiques qui se produisent pendant la grossesse aux effets émotionnels et psychologiques. Elle avait modifié son comportement, son alimentation, ses habitudes de sommeil, tout pour rendre le mensonge convaincant. Plus important encore, pourquoi quelqu'un soupçonnerait-il que sa femme simule une grossesse? C'est un mensonge si énorme qu'il ne viendrait à l'esprit de la plupart des gens de le remettre en question. Quand quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance vous dit qu'il porte votre enfant, vous le croyez. Vous n'exigez pas de preuves médicales ni ne menez d'enquête. L'impact psychologique sur David a été dévastateur. Il a dû suivre une thérapie de deuil, non seulement pour la perte de son mariage, mais aussi pour la perte de l'enfant qu'il croyait à venir. Il avait déjà commencé à créer un lien avec le bébé, avait déjà commencé à se voir comme un père. La chambre d'enfant qu'il avait préparée est restée vide pendant des mois, un rappel constant de la tromperie. Je rêve de lui parfois, m'a dit David, le bébé qui n'a jamais existé. Je rêve qu'il est réel, que Jessica disait la vérité, et que nous sommes une famille heureuse. Puis je me réveille et je me souviens que tout était un mensonge. Il a fallu plus d'1 an à David pour recommencer à sortir avec des femmes. Et même alors, il était méfiant envers chaque femme qu'il rencontrait. Il posait des questions détaillées sur leur passé, leur famille, leurs antécédents médicaux. Il ne parvenait pas à faire entièrement confiance à qui que ce soit.
J'attends toujours que le pire arrive, m'a-t-il dit. J'attends toujours de découvrir que cette nouvelle personne me ment aussi. Jessica semblait si normale, si aimante. Si elle a pu mentir sur quelque chose d'aussi fondamental, comment savoir si quelqu'un d'autre ne le fera pas? L'incident a également affecté ma propre pratique médicale. La nouvelle de mon rôle dans la découverte de la supercherie s'est répandue, et j'ai commencé à recevoir des recommandations d'autres médecins qui soupçonnaient leurs patientes de souffrir de pseudocèse ou d'autres troubles psychologiques liés à la grossesse. C'est devenu une spécialité inattendue pour moi, aidant à identifier et à traiter les femmes qui vivent de fausses grossesses. J'ai également commencé à faire des recherches plus approfondies sur la condition. J'ai appris que le pseudocèse est plus courant que la plupart des gens ne le pensent, affectant environ 1 à 6 grossesses sur 22 000. Mais le cas de Jessica était inhabituel car elle avait consciemment choisi de simuler la grossesse plutôt que de croire sincèrement qu'elle était enceinte. L'affaire judiciaire a traîné pendant plus d'1 an. Les avocats de Jessica ont soutenu qu'elle était mentalement malade et ne pouvait être tenue entièrement responsable de ses actes. Les avocats de David ont fait valoir que la tromperie était préméditée et que Jessica devait être tenue responsable des dommages émotionnels et financiers qu'elle avait causés. Finalement, Jessica a été condamnée à verser un dédommagement et à poursuivre son traitement psychologique. Elle a également été tenue de rester à l'écart de David et de n'avoir aucun contact avec lui ou sa famille. L'affaire a créé un précédent juridique pour la fraude à la grossesse, facilitant la tâche des futures victimes pour obtenir justice. Mais la résolution juridique n'a pas vraiment résolu quoi que ce soit pour David. L'argent ne pouvait pas réparer les dommages émotionnels, et l'ordonnance du tribunal ne pouvait pas effacer les 7 mois de mensonges. Il a dû reconstruire entièrement sa compréhension de l'amour, de la confiance et des relations à partir de zéro. 2 ans après l'incident, David a rencontré Emma Miller, une enseignante qui avait également traversé un divorce difficile. Ils ont pris les choses très lentement, construisant la confiance progressivement. David a été franc sur ce qui s'était passé avec Jessica, et Emma a été compréhensive et patiente avec son besoin de transparence et d'honnêteté. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant de se marier, et David a insisté pour une petite cérémonie privée. Il ne pouvait pas se résoudre à avoir une autre grande fête après ce qui s'était passé à la baby shower. Mais leur mariage était magnifique dans sa simplicité, en présence uniquement de la famille proche et des amis qui avaient soutenu David pendant la période la plus sombre de sa vie. 1 an après leur mariage, Emma est tombée enceinte. David a d'abord été terrifié, convaincu que cette grossesse se révélerait également fausse. Il a assisté à chaque rendez-vous chez le médecin, a posé des questions détaillées sur chaque symptôme et a demandé plusieurs échographies pour confirmer que le bébé était réel. Je sais que c'est irrationnel, m'a-t-il dit, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je m'attends toujours à me réveiller et à découvrir que cette grossesse est fausse, elle aussi. Mais cette grossesse était bien réelle. Emma a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, Michael David, nommé d'après moi et son père. David était dans la salle d'accouchement lorsque son fils est né, et j'étais là aussi, ayant été invitée à être présente à la fois en tant que médecin et en tant que tante. Au moment où David a tenu son fils pour la première fois, quelque chose en lui a guéri. La peur et la méfiance qui l'avaient tourmenté pendant des années semblaient se dissiper alors qu'il regardait son enfant. C'était réel. C'était son fils. C'était ce qu'il avait attendu. Merci, m'a-t-il murmuré en tenant son fils. Merci de m'avoir sauvé de ce mensonge. Quant à Jessica, j'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait poursuivi son traitement psychologique et avait déménagé dans un autre état. Elle avait apparemment fait des progrès dans la compréhension de sa condition et s'efforçait de réparer les dommages qu'elle avait causés. Elle a envoyé une lettre à David pour le 1er anniversaire de l'incident, s'excusant à nouveau et exprimant son espoir qu'il trouverait le bonheur. David n'a jamais répondu à la lettre. Il avait tourné la page, construit une nouvelle vie et trouvé le vrai bonheur avec Emma et leur fils. La fausse grossesse avait été un cauchemar, mais elle lui avait aussi appris la valeur de la vérité, de l'honnêteté et de l'amour authentique. L'incident de la baby shower est devenu une histoire édifiante dans notre famille, un rappel que parfois les personnes en qui nous avons le plus confiance sont capables des tromperies les plus dévastatrices. Mais c'est aussi devenu une histoire de rétablissement, de la capacité humaine à guérir et à aimer à nouveau après une trahison. En y repensant maintenant, je réalise que ma formation médicale m'avait préparé à reconnaître les signes physiques de la supercherie de Jessica, mais elle ne m'avait pas préparé aux conséquences émotionnelles. La science de la grossesse est quelque chose que je comprends parfaitement. Mais la psychologie de pourquoi quelqu'un simulerait une grossesse pendant 7 mois est quelque chose que j'essaie encore de comprendre.
Ce que je sais, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge. La vie de David a été brisée lorsque la supercherie de Jessica a été révélée, mais elle a aussi été sauvée. Si je n'avais pas été là ce jour-là, si je n'avais pas reconnu les signes, le mensonge aurait pu continuer indéfiniment. Jessica aurait pu simuler une fausse couche, ou pire, elle aurait pu en arriver à des mesures encore plus désespérées pour maintenir la supercherie. La baby shower de la fausse grossesse a été l'événement le plus bizarre et le plus troublant que j'ai jamais vu. Mais elle a aussi renforcé ma conviction en l'importance de la vérité, de la confiance et d'une connexion humaine authentique. Finalement, David a trouvé le véritable amour avec Emma, et ils ont la famille qu'il a toujours voulu. La vérité l'a libéré, même si elle l'a d'abord blessé. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager cette histoire, car quelque part, il y a peut-être un autre David, une autre personne trompée par quelqu'un qu'elle aime. Et si cette histoire aide ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes de la tromperie, alors elle valait la peine d'être racontée. La vérité vaut toujours la peine d'être dite, aussi étrange ou incroyable qu'elle puisse paraître.